Alors, donc j'ai le plaisir de vous présenter Renée Frégosi, elle est là. Si tu veux bien te mettre, alors je sais pas, tu as soit là-bas, soit sur une chaise ici, comme tu veux, comme tu préfères. Oui, là-bas peut-être. Tu as de la lumière là, hein, il vaut mieux. Et tu as ton, voilà. Alors, Renée Frégosi, donc. Est une chercheuse qui a soutenu 2 thèses. Une thèse de philosophie sur Vladimir Yankelevitch et de sciences politiques en 1996 sur les transitions de la démocratie en Amérique latine. Elle a terminé sa carrière, enfin elle continue à chercher, mais comme nous tous enseignants-chercheurs, voilà. Donc à l'Institut des hautes études d'Amérique latine de l'Université Sorbonne, Sorbonne Nouvelle Paris 3. Elle est directrice de recherche en sciences politiques aussi, voilà, et elle a publié plusieurs ouvrages. Je ne peux pas tous les citer. Français, encore un effort pour rester laïque, Le bêtisier du laïco-sceptique et tout récemment 50 nuances de dictature, tentation et emprise autoritaire en France et ailleurs en 2023. Donc Renée, merci beaucoup d'être ici et tu as la parole. Merci Cécile de m'avoir invitée à cette rencontre passionnante. Voilà, très bien, 16 heures. Je vais essayer de tenir mon temps, mais en lisant moi aussi, bien que beaucoup d'entre nous n'aient pas tellement l'habitude de lire, mais pour tenir le temps, on va essayer. Donc moi, je voudrais vous parler de l'articulation qui me semble absolument évidente, donc on va un peu l'étudier, entre libre pensée et libre disposition de son corps. Et je vais vous faire un peu de propagande, en fait, pour la philosophie du libertinage, en résumé. Donc, la notion de libre pensée s'enracine, bien sûr, dans l'esprit humaniste de la Renaissance, au départ, l'usage de la raison, la connaissance de la nature, l'exercice du libre arbitre, l'analyse du politique en constituent les fondements principaux. Dès le XVIe siècle et tout au long du XVIIe siècle, nombreux donc furent les promoteurs de cette libre pensée à être persécutés par les pouvoirs à la fois politiques et religieux. L'effervescence scientifique et philosophique a été notamment victime dans cette époque de l'affrontement théologique entre la réforme et la contre-réforme, et également a été victime de la montée du phénomène de l'absolutisme royal. Donc cet affrontement et ce durcissement politique ont alimenté un climat de grande violence à l'égard de tout écart de l'orthodoxie religieuse et vis-à-vis des pouvoirs politiques également. Donc on sait bien un massacre de protestants, Saint-Barthélemy, massacre aussi de catholiques d'ailleurs en Dauphiné et à Nîmes, et puis Giordano Bruno qui a été supplicié, exécuté en 1600 à Rome, au Campo dei Fiori, et le napolitain Lucile Vanini a été également brûlé à Toulouse en 1619. C'est également à cette époque-là, au tournant des XVIe, XVIIe siècles, que va s'intensifier et se codifier la chasse aux sorcières, aux apostats, aux hérétiques. On a vu ce matin hérétiques signifiant souvent protestants, mais pas seulement, les juifs aussi étant considérés comme tels et pourchassés de la même façon. Et les atteintes aux bonnes mœurs seront également férocement réprimées. Théophile de Viau,
qui a écrit des poèmes pas du tout lestes, splendides, par ailleurs, a été brûlé vif, lui aussi encore, en 1623, pour des vers qualifiés d'obscènes, parus dans le recueil collectif du Parnasse des poètes satiriques. Et en 1662, Claude le Petit sera brûlé lui aussi en place de Grève pour son écrit gaillard, celui-là, Le bordel des muses. La libre pensée s'est en effet développée tout au long du XVIIe siècle à travers la philosophie du libertinage qui interroge principalement 3 domaines: la religion, la politique et les mœurs. Les libertins remettent en question l'ordre politico-religieux qui contraint les esprits et les corps. Du latin libertinus, l'esclave libéré, le libertin est avant tout celui qui libère son esprit des dogmes, de l'endoctrinement et par voie de conséquence des règles de vie imposées par un pouvoir qui contrevient à la nature où peut s'exprimer la liberté des individus. Le combat pour la libre disposition de son corps, et notamment pour la liberté sexuelle, rejoint alors celui de la libre pensée. Et la philosophie libertine croise ainsi les philosophies des Lumières. Je dis plutôt les philosophies des Lumières que la philosophie des Lumières, puisque c'est vraiment une pensée plurielle, on en est bien convaincu. Au XVIIIe siècle, même si la répression ne cesse pas totalement, on l'a dit également ce matin, l'énorme soulagement quand même éprouvé en France à la mort de Louis XIV entraîne une grande libération des mœurs, accompagnée de l'épanouissement de toute une littérature leste jusqu'à l'obscène. C'est vrai, de Manon Lescaut, de l'abbé Prévost au portier des Chartreux, de Jean-Charles de La Touche, du chef-d'œuvre de Pierre Cholderot de Laclos, Les liaisons dangereuses, à Rétif de la Bretonne avec son autobiographie Monsieur Nicolas, et jusqu'à l'œuvre immense, évidemment, de Donatien de Sade, avec tout particulièrement, qui m'est très cher, la philosophie dans le boudoir, où se mêlent propos politiques explicites et apprentissage sexuel. La promotion de la libération sexuelle, notamment de l'homosexualité, comme chez Savinien de Cyrano, dit de Bergerac, est en effet indissociable d'un courant philosophique rationaliste et naturaliste à plusieurs facettes. Ainsi, reprenant à certains égards le passage intitulé « Des cannibales » dans les essais de Montaigne, les voyages imaginaires de Cyrano sont prétexte à montrer la relativité des mœurs et des coutumes et à exposer une conception libertine du monde reposant sur le matérialisme et remettant en cause les dogmes religieux et l'autorité royale. Le libre penseur est le défenseur du libre exercice de l'autonomie de l'individu. Il est donc attaché en premier lieu à la liberté, l'égalité en étant l'instrument. On a évoqué cette relation intime entre liberté et égalité déjà ce matin. Pour qu'un individu soit libre, il faut que tous le soient à égalité, car la liberté ne connaît pas de degré. Ainsi en va-t-il de l'égalité des sexes, notamment, que le XVIIIe siècle commence à affirmer avec, on l'a dit bien sûr, Olympe de Gouges, mais aussi Condorcet, ou, et c'est moins souvent cité, le marquis de Sade lui-même, qui affirmait ainsi dans la philosophie dans le boudoir, je le cite, « Sexe charmant, vous serez libre, vous pourrez, comme les hommes, de tous les plaisirs dont la nature vous fait un devoir, vous ne vous contraindrez sur aucun. »
éclairer le monde par la raison et la science contre l'absolutisme, l'ignorance, nombre de philosophes et écrivains diffusent donc cette notion dans toute l'Europe. Et les Lumières, c'est significatif, le terme les Lumières se disent aussi bien en anglais, Enlightenment, en allemand évidemment, Aufklärung, mais également en italien, Illuminismo, y también en castellano, et aussi en espagnol, la Ilustración. Cet idéal commun se déploie donc sur plusieurs registres, liés entre eux par les idées de liberté et d'humanité. Emmanuel Kant répond ainsi à sa question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Donc je le cite, « L'Aufklärung, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de minorité dont il est lui-même responsable. L'état de minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de minorité quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Sapere aude, ose savoir, aie le courage de te servir de ton propre entendement, voilà la devise de l'Aufklärung. Or, les philosophes du XVIIIe siècle, comme les écrivains classiques et même les moralistes du XVIIe, de Racine et Corneille à Molière, La Fontaine, mais également de Fénelon à Pascal, font, à mon sens, un tout avec leurs contemporains de la pensée libertine, même si ça peut paraître paradoxal de lier Fénelon et Pascal aux libertins. Mais c'est pour moi un même souffle de liberté, un même mouvement d'émancipation qui donne naissance à l'individu moderne, à cette notion d'individu libre. Et ignorer, occulter l'apport de la philosophie libertine est non seulement injuste, mais préjudiciable, je pense, au combat humaniste qui demeure plus que jamais d'actualité. Or, le XIXe siècle ne retiendra du mouvement libertin que la licence et la débauche, qui certes en font partie, mais tout autant que le no-sexe, l'important étant la liberté et l'autonomie de l'individu, d'user comme il l'entend de son propre corps. Donc le XIXe siècle, nouvelle époque au demeurant d'épanouissement scientifique et philosophique, est par ailleurs aussi celui d'une régression en matière de liberté des mœurs, on le sait, et notamment de liberté des femmes avec l'avènement de la société bourgeoise. J'ai un peu de temps, c'est bon. Les esprits libres devront alors abandonner la référence au libertinage, tellement déconsidéré donc, par l'esprit bourgeois, et ils devront inventer un nouveau terme pour se définir. C'est à ce moment-là, au XIXe siècle, que le terme de libre pensée et celui de libre penseur apparaît, bien après, donc évidemment, avec la notion de libre pensée et de libre penseur qui est bien plus ancienne, des siècles plus tôt, donc on le sait. Donc, ces termes eux-mêmes vont être déconsidérés à leur tour et leurs concepts vont être dénigrés à leur tour, notamment dans le contexte du combat laïque, la réaction catholique assimilant la liberté de conscience au dérèglement des mœurs et à l'athéisme qui n'était en fait pas plus chez les libertins systématique que chez les libres penseurs. Certes, que quelques-uns ne croient pas en Dieu, ne croient en aucun Dieu, je pense que c'est là la condition de la liberté et de l'égalité de toutes les croyances religieuses, en fait. S'il se peut que Dieu n'existe pas,
alors s'il existe, il peut revêtir n'importe quelle forme et être honoré selon n'importe quel type de rite ou de culte. Croire en la non-existence de Dieu ou vivre son absence absolue, c'est poser, à mon sens, dans le même mouvement, la liberté de croire le contraire, c'est-à-dire de croire en Dieu. Mais donc, ne pas croire en Dieu est la condition de possibilité pour vivre une foi individuelle en Dieu. L'existence de Dieu, c'est affirmer que la foi, donc positive ou négative, et que la religion ou la non-religion, cela donc signifie que la foi et la religion relèvent de l'individu, du libre choix de l'individu, de la liberté humaine donc, et non de l'ordre de la vérité ou de la cohésion sociale. Donc, la laïcité n'est donc pas synonyme d'athéisme, même si ses premiers combattants ont souvent été athées, c'est-à-dire croyant, ayant une foi négative, croyant à la non-existence de Dieu. C'est une croyance, ce n'est pas une vérité non plus. Mais donc, non-existence de Dieu, des athées, donc, soit des agnostiques, c'est-à-dire qui considèrent la connaissance de l'existence ou de la non-existence de Dieu comme étant inaccessible à la pensée humaine, ou carrément des mécréants, c'est-à-dire des gens qui ne se posent pas la question de l'existence de Dieu. En revanche, les détenteurs du pouvoir que confère l'emprise sur les âmes, les cœurs, les esprits et les corps d'ailleurs, les maîtres des croyances religieuses, les prélats des églises, ont depuis toujours combattu la laïcité, c'est-à-dire ce libre choix ou cette foi possible de la non-existence de Dieu. Historiquement, c'est donc le christianisme institué en religion d'État, dans sa version catholique, apostolique et romaine ou orthodoxe, qu'elle soit russe ou grecque, qui seront les premiers adversaires du combat laïque. Tandis que, on l'a évoqué ce matin aussi, les protestants et les juifs des pays où le catholicisme est religion dominante ont généralement soutenu les réformes et les lois laïques qui les libéraient de la domination du catholicisme dominant. Mais la laïcité qui s'enracine dans la libre pensée est une philosophie, un esprit, avant d'être un corpus juridique, avant de s'incarner dans des lois. C'est dans cet esprit qu'est née, donc, à mon sens, la franc-maçonnerie française, et des réflexions dans les loges, des rencontres entre les différentes obédiences maçonniques naîtront ainsi de nombreuses propositions de loi à partir d'une réflexion, d'un esprit, notamment en France, des lois souvent avant-gardistes pour leur époque. Ce fut le cas de la proposition avancée par Henri Caillavet dès 1947, une loi qui prévoyait de légaliser l'avortement. Cette proposition n'aboutit, on le sait, qu'en 1974. Henri Caillavet, c'est vraiment, à mon sens, la figure du maçon qui va vraiment articuler libre pensée et libre disposition de son corps. Dans toutes ces propositions de loi, il ira dans ce sens. D'autres de ces propositions aboutiront plus rapidement, comme celle d'instituer la possibilité de divorcer par consentement mutuel. Ça aussi, c'est prendre la libre disposition de son corps. Ou encore celle de créer, alors là, un tribunal de l'informatique et des libertés qui deviendra la CNIL, mais qui est important aussi du point de vue de la libre pensée et de la libre disposition de son corps aussi à certains égards. Et aussi, bien sûr, Henri Caillavet s'est distingué pour avoir proposé
un texte sur le mariage des homosexuels et pour avoir milité pendant de nombreuses années à la tête de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Mais je rappellerai aussi que c'est un maçon, Henri Neuwirth, qui a fait adopter en 1967 en France la loi qui autorise l'usage des contraceptifs et notamment la contraception orale, dite en français la pilule, qui fit faire un bond considérable à la libération des femmes en leur permettant la maîtrise de leur procréation. En consacrant le primat de l'individu sur la communauté religieuse, culturelle, familiale, clanique ou ethnique, la laïcité arrime en effet la liberté individuelle et l'état de droit qui garantit cette liberté. En cela, l'émancipation des femmes par rapport à leur domination matérielle et symbolique relève directement du principe laïque. Sa force réside dans son universalité, tandis que les religions discriminent les femmes en revendiquant des droits différents pour les sexes. Parce qu'elle consiste à défendre le droit des femmes et à être libres au même titre que les hommes, comme le voulait donc déjà le divin marquis, et donc à faire en sorte que tous les citoyens bénéficient des mêmes droits, la lutte féministe découle, à mon sens, directement de la revendication universaliste qu'elle partage avec la laïcité. Aussi, l'exclusion des femmes de la maçonnerie peut-elle être interprétée comme relevant d'une imprégnation religieuse et culturelle historique manifestement misogyne, et le refus obstiné de la mixité dans la maçonnerie française au siècle des Lumières, à la suite de la Révolution française et jusqu'à nos jours, ne peut s'envisager, à mon sens, que comme une incongruité, une contradiction, voire un scandale. Mais c'est un sujet en soi, et je vous renvoie donc à la réflexion de l'excellent ouvrage de Cécile Révauger, paru tout récemment dans la collection Pollen maçonnique, La mixité en franc-maçonnerie, toujours un défi, point d'interrogation. Mais j'en reviens à mon propos central. Le sexe, sa maîtrise comme sa libération sont, on le sait, choses éminemment politiques. Aujourd'hui, l'islamisme, totalitarisme du troisième type, en est la plus terrible illustration. En terre d'islam, la répression sexuelle, étroitement articulée à la soumission des femmes, marche ainsi du même pas que la répression des délits de libre expression et surtout la liberté de conscience. Apostasie et athéisme sont pourchassés davantage encore que les religions autres que l'islam, bien que toujours soumises à une dimitude non plus institutionnalisée, mais de fait. Et je me permets donc de citer mon amie d'origine tunisienne, psychanalyste, qui travaille notamment avec des apostats de l'islam et elle-même apostate revendiquée, Sonia Zadig. Dans son interview récente dans Charlie Hebdo, je cite des passages de son interview. « On ne sort pas indemne de cette terreur que l'on vous transmet, d'un Dieu qui vous suit partout, de la peur de l'enfer, de la religion qui régit toute la vie. L'islam est avant tout un contrat social, un vade-mecum qui vous dit exactement comment vous comporter et vous interdit de penser en dehors du dogme. Le sujet est noyé dans le collectif, il est impossible de dire « je ». Il va falloir stopper cette courroie de transmission délétère et que les mères disent enfin à leurs filles « ton corps t'appartient, tu peux en disposer, tu peux jouir et aimer. » Mais ce chemin est long, hélas. Je fais le distinguo, poursuit Sonia Zadig, entre l'islam et les musulmans qui veulent vivre leur foi tranquillement. Je n'ai rien contre la foi des uns et des autres. Comment le pourrais-je alors que mon combat est la liberté de conscience? Mais par ailleurs, le mot islamisme est un mot franco-occidental. Il n'existe pas en arabe,
Comment voulez-vous penser en dehors du langage? Bon, elle est psychanalyste et très lacanienne. L'islamisme est un néologisme qui cache ce que l'on ne veut pas voir. Il faut absolument que l'on cesse de nous traiter d'islamophobes lorsque l'on critique l'islam. C'est une manière de nous interdire de parler. Il faut que la France protège les apostats qui sont menacés de mort et banalise le fait que l'on puisse être d'origine maghrébine et non musulman, maghrébine et athée, apostat ou agnostique. Fin de citation. Pour se conformer aux principes laïques, les religions occidentales ont dû se séculariser, c'est-à-dire admettre que la soumission à Dieu ne concerne que les croyants, et encore cette soumission n'est-elle admissible que si elle ne contrevient pas aux lois du droit positif national qui garantit les libertés individuelles. Or, de nos jours, la religion musulmane a du mal à se confronter et à se conformer aux principes laïques. Volonté de faire admettre les préceptes islamiques à l'ensemble de la société par la séparation des sexes et des communautés dans l'espace public, par forcer à la reconnaissance du blasphème notamment. Et par ailleurs, par l'imposition à ses fidèles de pratiques discriminatoires et contraires aux libertés fondamentales, notamment concernant les femmes, les homosexuels, les apostats, mais aussi les scientifiques. C'est pourquoi le combat laïque, assoupi en France depuis le XXe siècle, durant le XXe siècle, a repris vigueur face à l'islam politique qui s'y est développé et qui s'affirme pour sa part comme l'ennemi explicite de la laïcité et de la démocratie. Faire vivre la laïcité dans la République prend la forme d'un combat lorsque les croyances comme les autorités gardiennes des pensées de l'orthodoxie et de l'orthopraxie n'acceptent ni la possibilité d'une mise en doute de la religion, ni l'abandon de leur puissance sur les individus. Ce combat n'est jamais gagné définitivement. Donc nous, francs-maçons, puisque j'en suis, poursuivons ce combat en appelant à la raison et à l'intelligence, armes les plus sûres contre l'obscurantisme et le fanatisme, et donc en revendiquant notre filiation avec la philosophie libertine comme avec celle des Lumières. Je conclurai donc en citant Jacques Prévost, qui donne cette définition du libertinage dans son introduction aux 2 volumes de recueil libertins du XVIIe siècle. Je le cite. « Le libertinage n'est pas dans les idées, il est dans les audaces. Il n'est pas dans les réponses, il est dans les questions. Et j'y vois un modèle pour tous les temps. » Je vous remercie. Merci beaucoup René pour ce magnifique parcours qui lie effectivement liberté de conscience et liberté du corps. Cette très belle histoire de l'émancipation finalement des hommes et des femmes jusqu'à des Lumières, donc avec en réhabilitant le libertinage, puisque très souvent on fait des faux sens sur ce terme. On oublie que le libertinage, c'est un peu plus compliqué que ce à quoi on pense. Et puis jusqu'à la laïcité. Donc un grand merci René. Et tout de suite, alors nous, comme dans les autres sessions, nous gardons les questions pour la fin afin de ne pas trop perturber le rythme. Donc tout de suite, je vais passer la parole maintenant à Patrice Morla. Patrice Morla qui est docteur en histoire et qui est spécialiste des colonies françaises au 19e et 20e siècle. Pardon ? Ça va ? Non, c'est ce que je viens de dire, c'est à la fin. N'écoute pas, hein.
donc qui a publié une histoire de l'Indochine dans l'entre-deux-guerres en 4 volumes, et qui tout récemment a publié donc un gros ouvrage, La République des Frères, le rôle du Grand Orient dans l'instauration et l'évolution de la Troisième République, le Grand Orient de France de 1870 à 1940. Donc merci beaucoup Patrice d'être ici. Bien, merci beaucoup Cécile. Donc, à la demande de Cécile, elle m'a demandé de réfléchir par rapport à la libre pensée dans le domaine colonial. Donc, après avoir réfléchi, j'ai proposé de faire une intervention sur la libre pensée d'Annam. Donc, il va s'agir de l'histoire d'une seule loge. Ça peut paraître restrictif, mais à travers les difficultés que cette loge va rencontrer, on peut imaginer l'ensemble des problèmes qu'ont rencontrés toutes les loges impériales. Bien, donc c'est la une. La présence coloniale de la France dans l'Asie du Sud-Est s'affirme par la conquête progressive sur une durée de 27 ans, allant de 1858 à 1885, du Vietnam, à l'époque appelé le Dainam, du Cambodge, du Laos. Après la guerre franco-chinoise de 1885, le territoire Abai de Guangzhouan dans le sud de la Chine viendra s'ajouter à ce qui va devenir l'Union indo-chinoise. L'ennemi potentiel principal pour les Français étant le Vietnam, ils vont diviser le pays en 3 parties, le Tonkin au nord, le Bac Ki, l'Annam au centre, le Trong Ki, et enfin la Cochinchine, le Nam Ki. Cette division correspondait également à la progressivité de la conquête. Les 5 pays de l'Union indo-chinoise vont jouir d'un statut politique et diplomatique différent. La Cochinchine est une colonie d'administration directe, le Cambodge un protectorat, l'Annam un protectorat. Le Tonkin est en théorie également un protectorat relié à la cour de Hue, mais en fait il se trouve à mi-chemin entre la Cochinchine et l'Annam, dans la mesure où le représentant de l'empereur d'Annam est en fait le résident supérieur du Tonkin. Le Laos est coupé en 2, administration directe autour de Vientiane au sud et au nord, protectorat autour du roi de Luang Prabang. Voilà, on va passer à la deuxième infographie. La Société des missions étrangères de Paris est une institution de pairs missionnaires et non une congrégation qui est à la fois reliée directement à Rome, mais aussi à Paris. Et cela depuis le mandat donné à Louis XIV en 1622 par le pape Grégoire XV, dans le but de contrer l'influence des dominicains espagnols et des jésuites portugais, qui se partageaient le monde depuis le traité de Tordesillas du 7 juin 1494. En 1658, Rome décide de l'envoi de 3 évêques apostoliques français en Chine, au Tonkin et au Cochinchine, dans le but d'y créer des clergés indigènes. Indigène, c'est le mot de l'époque, je suis désolé. En 1663 est établi à Paris le séminaire des MEP. MEP, c'est mission étrangère. Pour gagner du temps, on va l'appeler les MEP. L'autorité des MEP va s'étendre à toute l'Asie, y compris l'Inde, la Chine, la Siam, le Cambodge et même le Japon. Les MEP étant une société de pairs et non une congrégation, cela lui permet de passer à travers les mailles du filet des lois Combes. Elles sont donc libres en Indochine et en Extrême-Orient, où elles vont jouer un rôle de premier plan en Chine dans la défense des intérêts français. Seront d'ailleurs fortement soutenues par Théophile Delcassé, ministre du Quai d'Orsay, membre d'ailleurs du Grand Orient de France. Les MEP seront un des principaux actionnaires de la banque anglaise HSBC et posséderont plusieurs milliers d'hectares de plantations et de rizières. En 1907, au moment de l'ouverture des feux de la libre pensée d'Annam, les MEP dirigeaient 34 diocèses, forts de 1915 séminaristes et environ 1,5 million de fidèles dans l'ensemble de l'Union indo-chinoise. En Annam, on trouve bien sûr les MEP, mais aussi les sœurs de Saint-Paul de Chartres et les frères des écoles chrétiennes. La chrétienté du protectorat est dirigée par 3 vicaires apostoliques installés à Hue, Chinon et Vinh. Un grand et un petit séminaire sont installés auprès de chaque vicariat. L'église d'Annam dispose de 143 missionnaires européens et autant de prêtres indo-chinois pour encadrer un troupeau de 260 000 âmes. Les MEP possèdent également 125 écoles, dont une supérieure à Quang Tri. Les MEP sont en fait les représentants privilégiés d'une religion privilégiée. Alors les loges maçonniques en Indochine. Ah ouais, on a oublié de mettre le 3 et le 4, excusez-moi. Emporté par la foule. Donc maintenant, on va arriver directement aux loges maçonniques, c'est-à-dire aux 5.
Le rôle et la puissance du Grand Orient de France dans la Troisième République est bien connu. Il n'est pas besoin d'y revenir ici. Il convient simplement de signaler que la plupart des gouverneurs généraux d'Indochine de 1890 à 1925 furent des frères ou encore des Lautonnes, à l'image d'Albert Sarraut. Les adhérents du Grand Orient de France étaient également présents en masse dans tout l'appareil colonial, dans les bureaux de la rue Oudinot, aux plus grandes parties de l'Empire, en Afrique, au Maghreb, à Madagascar, aux Antilles, etc. Les premiers maires de Saïgon furent des frères, le Laos acquis à la France par le frère Auguste Pavie, et enfin le port et la vigne de Haïphong étaient administrés par des maçons. Le Grand Orient disposait, au moment de la création des loges en question, donc là on est sur l'info 5, c'est ça ? Le Grand Orient disposait, au moment de la création des loges, de la loge en question, de 7 ateliers dans l'Indochine. La Grande Loge de France de 6. Il faut ajouter une autre, mais du droit humain à Hanoï au début des années 20. Le Grand Orient de France, avant la Première Guerre mondiale, n'initiait ni les femmes ni les Indochinois. La Grande Loge de France initiait les Indochinois, mais pas les femmes. Et enfin, le droit humain initiera à partir de 1919 les femmes et les Indochinois. Le Grand Orient commencera à initier les Indochinois après le début des années 30. La charnière des 2 siècles, voyant bien évidemment la lutte en faveur de la laïcité dominer le champ politique métropolitain, et tout cela se déversait dans les colonies placées sous sa dépendance. Les loges impériales vont mener feu de tout bois contre l'ensemble de la présence des missions, aussi bien religieuses que sociales et politiques. Elles vont combattre également l'union du sabre et du goupillon. Alors, la création de la libre pensée d'Annam. Le nom des loges est révélateur du choix de l'action que l'atelier s'engage à effectuer. Comme pour la métropole, qui ne compte que 3 appellations libre pensée à Narbonne, Aurillac et Paris, nous ne trouvons que 2 ateliers coloniaux, en plus de celui qui nous intéresse ici en Annam, qui insèrent cette notion dans leur nom au moment de l'ouverture de leur feu. Ainsi, la libre pensée en Algérie en 1881 et République et libre pensée de Papeete en 1905. Il est à signaler, fait peut-être prémonitoire pour l'atelier qui nous intéresse aujourd'hui, que ces 2 loges ne tiendront pas. La première fermera les portes de son temple en 1902 et la seconde en 1921. Plusieurs critères poussent à l'ouverture d'une loge en Annam. D'abord, le protectorat constitue une vaste étendue de 1500 km. On va passer sur la 6, merci. Un paquebot met 4 jours pour relier Saïgon à Haïphong et complètement démuni de toute organisation maçonnique. Ensuite, les MEP dominent outrageusement le protectorat, aussi bien dans ses structures françaises qu'annamites. Cependant, bien des fonctionnaires qui viennent à Hué sont des nôtres, indique une planche adressée au Conseil de l'Ordre. En 1906, 4 frères résidant à Tourane réussissent à se reconnaître, puis se mirent à la recherche d'autres pouvant résider dans le protectorat. Tourane est idéalement situé, c'est un port relié à la capitale Hué par une voie ferrée. C'est donc un lieu de passage obligé pour tous les fonctionnaires et les colons se rendant dans le pays. Comme les frères ne sont pas certains de pouvoir jouir du nombre de maçons suffisant pour allumer les feux, ils décident de la création d'un triangle maçonnique en vue de servir de point de contact et ainsi de se compter. Les frères de Tourane obtiennent le soutien du Réveil de l'Orient, de Saïgon, qui les encourage par la même occasion. Le nombre des frères passe ainsi de 5 à 22 en un an, parmi lesquels 5 sont en congé. Cependant, la formule du triangle ne permet pas de recevoir l'initiation de profanes en vue de faire avancer les vues maçonniques dans le pays, de façon à établir l'institution d'un vrai régime républicain universel, laïque et social. Le gouvernement du protectorat se basant sur les déclarations selon lesquelles l'anticléricalisme n'étant pas un produit d'exportation, l'État ne s'est pas préoccupé des agissements des missionnaires. Une planche du 29 janvier 1907, signée du frère Gustave Serre, au nom du triangle de la libre pensée d'Annam, et demandant une constitution symbolique, est adressée au Grand Orient de France. Gustave Serre était né à Paris le 5 octobre 1875, était administrateur des services civils indochinois et vivait à Hué. Les Chevaliers Rose-Croix, 18e, depuis le 23 avril 1906. La planche explose au point de vue maçonnique les raisons pour lesquelles les frères de cet Orient veulent se grouper. Sont présents 7 maîtres réunis autour de lui. Une liste d'une trentaine d'autres potentiels est recensée. La demande est conforme au formulaire nécessaire. Le Conseil de l'Ordre accorde sa constitution symbolique à la loge La Libre Pensée d'Annam à l'Orient de Tourane le 18 mars 1907. La loge est installée le 20 mai 1907 dans un local spécialement loué. Voyons le discours du Vénérable.
Gustave Serre est élu vénérable. Dans son discours d'inauguration, il éclaire sur les préoccupations maçonniques plus profondes. C'est un vrai plaidoyer en faveur de l'action maçonnique concrète à mener en terre d'Annam. Remercie et félicite les fondateurs et leur apporte le salut et la fraternité de tous les maçons de l'ordre de toute la République impériale. À travers ces simples mots, transparaît la satisfaction de voir surgir dans le protectorat une loge qui va à la fois reprendre le flambeau de l'obédience en général, mais aussi entreprendre sur place une lutte locale contre l'ennemi principal, les missions étrangères de Paris et les différents lobbies réactionnaires et anti-républicains qui leur sont liés. Cet engagement à combattre prend aussi, dans la bouche du vénérable, la forme d'une sorte de reconnaissance du Grand Orient de France envers ceux qui ont eu le courage de fonder la loge. Mais l'intervention ne se borne pas à féliciter et à encourager les nouvelles troupes maçonniques. Elle vise également à les appeler à la méthode et d'abord par le courage, car l'ennemi est puissant et ne manquera pas de contre-attaquer, mais aussi à lutter par la prudence et la persévérance en se gardant des attaques contre les personnes. La deuxième partie du discours est une conséquence de la première, dans la mesure où le vénérable insiste sur la nécessité de l'instruction publique pour mieux faire avancer les idées de progrès et contribuer à l'évolution du pays. Cette volonté d'apprendre aux indigènes de l'époque, aux Indochinois, les valeurs du progrès, de la science et des idées républicaines. La fin de son intervention, hélas prémonitoire comme nous le verrons, se tourne plus vers une sorte de manuel de bon fonctionnement maçonnique, de façon à éviter les froissements et les malentendus entre les frères. La parade essentielle consiste dans la stricte observation des règlements et des rituels. Je cite: « Je tiens à vous le répéter, mes frères, sans son symbolisme, sans ses rituels, notre fédération ne serait qu'une association quelconque. Que serait l'initiation sans sa signification symbolique ? C'est pour cette raison que les frères doivent observer avec la plus grande attention les candidatures de profanes. De la même façon, il convient d'examiner de façon rigoureuse les candidatures de façon à éviter l'entrée des parasites. » Alors, les travaux de l'atelier. Dès le début, la loge se met au travail résolument. Comme dans tous les ateliers, la libre pensée d'Annam déroule ses tenues en respectant les ordres du jour traditionnels. Lorsque surgit le décès d'un frère, une batterie de deuil est faite en sa mémoire. La loge procède à des initiations de profanes. On trouve la trace de 7 initiations en 1907. Les 3 années qui suivent voient l'initiation de 8 nouveaux membres. Et enfin, c'est en 1911 que l'atelier atteint les sommets, avec en tout 13 initiations. Ensuite vient la décrue progressive, avec 4 initiations en 1912 et enfin une seule en 1913. La garde indigène, qui fait fonction de police en Annam, vient en premier avec 8 représentants. Suivent les services civils et les employés de commerce et de l'industrie, avec un nombre identique, de 5 chacun. Il faut compter 4 employés des douanes et régies et autant dans les travaux publics. Enfin, il est à signaler 2 médecins et 2 enseignants, dont le chef de l'instruction publique de l'Annam. Le frère Le Breton s'occupe de la Société des Métis. D'autres affiliations viendront cependant renforcer l'atelier. Les tenues se penchent sur des sujets sociétaux, comme pour le cas en octobre 1907 d'un vœu qu'elle émet auprès du Grand Orient, traitant des enfants naturels reconnus officiellement et nés des amours éphémères entre les Européens et les femmes annamites. On rejoint l'intervention d'avant. Il s'agit en fait de la promulgation de lois métropolitaines ouvrant droit à l'héritage au même titre que ceux des ayants droit de la métropole. Elle produit une autre planche concernant le sort des orphelins mineurs, la création d'une caisse de secours mutuelle pour les secouriens. Elle interviendra aussi plus tard pour l'octroi de bourses, secours scolaires en Indochine pour les orphelins. La demande sera adressée à la fois au gouverneur général et à la rue Cadet. Elle étend aussi ses travaux à l'administration coloniale en évoquant le sort des fonctionnaires ayant la limite d'âge pour la mise en retraite. La loge émet le vœu que, vu la situation des fonctionnaires coloniaux, mariés et obligés de partir en convalescence, le passage de leur famille soit pris en charge par le budget général de l'Indochine, de façon à bénéficier d'un passage gratuit aller et retour. La loge répond également au but de sa création, en luttant contre l'Église en Annam. Elle adresse au résident supérieur Levesque ses sincères félicitations pour la politique qu'il a su mener au mieux des intérêts français. Elle a été, selon l'atelier, inspirée par l'honneur de la France et le bon renom de notre influence face à l'opposition de la mission. Il est important pour l'atelier de préserver les populations annamites contre l'influence néfaste des missionnaires. Il faut empêcher l'enseignement de haine de la République dans les écoles chrétiennes.
Elle émet dans ce sens un vœu qu'elle transmet rue Cadet et qui réclame la laïcisation intégrale de tous les services publics et en particulier ceux de l'instruction publique française et indigène. Il en va de même pour les œuvres hospitalières des missions. Enfin, en juillet 1912, l'atelier demande la suppression de la franchise postale accordée en Indochine à tous les missionnaires, évêques, curés et sœurs. Cette injonction est remise à la fois au gouverneur général et à la rue Cadet sous forme de vœu. Toujours dans le registre anticlérical, mais aussi politique cette fois, elle demande la promulgation en Indochine des lois républicaines de 1901 et suivantes. En juin 1911, elle s'appuie sur le rapport Violette révélant à la Chambre le pacte passé entre le gouverneur général Klobukowski, le gendre de Paul Bert, et les missions, concernant notamment la création d'un organe hebdomadaire intitulé « La semaine religieuse » en langue annamite, pour demander qu'il ne soit pas renvoyé à la tête de l'Indochine. L'atelier souligne également que dès son arrivée en Indochine, il a traité les loges maçonniques en ennemis. Le fait est d'autant plus piquant que le même Klobukowski avait été initié et qu'il était répertorié comme maçon en sommeil. La loge manque donc dans l'intérêt même de la maçonnerie que le Grand Orient use de toute son influence de façon à ce qu'il ne puisse pas revenir en Indochine. La loge demande en plus que des instructions laïques précises soient données à son successeur par le ministre des colonies. Sur le plan de la discipline maçonnique, la libre pensée d'Annam intervient auprès du Conseil de l'Ordre en 1911 concernant certains points non respectés par les maçons se rendant aux colonies sans participer aux travaux des loges des Orients où ils résident. La même année, l'atelier demande aux frères arrivant en Indochine de se signaler, je cite, « Pour renforcer la solidarité humaine, il est important que les frères arrivant en Indochine se signalent auprès des ateliers, car beaucoup ne le font pas et s'abstiennent de participer aux travaux des loges. » La libre pensée d'Annam demande que les droits maçonniques de ses frères qui ne se déclarent pas et ne participent pas aux travaux en soient déchus et que leur mémoire soit exécrable à tous les maçons. Les premiers signes de difficulté. De janvier à novembre 1909, 5 frères, dont le vénérable Serre, le 1er juin, démissionnent de l'atelier pour des raisons de changement d'Orient. À sa place, le frère Charles Sagan, ingénieur de travaux publics, membre de l'atelier par affiliation depuis juin 1907 et maître depuis 1893, est élu et envoyé comme délégué au convent annuel de la rue Cadet, sera réélu en mars 1910. Le frère Lacombe occupe la charge de secrétaire de l'atelier à ses côtés. Je cite le frère Lacombe parce qu'on reparlera de lui un peu plus loin. Mais les difficultés liées à l'étendue de l'Annam et à la dispersion des frères en son sein, ajoutées aux intempéries, commencent à peser de tout leur poids. Je cite, « Notre atelier a été dans l'impossibilité matérielle de se réunir plus tôt, les communications en Annam ayant été interrompues par 3 typhons successifs qui ont détruit toutes les digues. En raison de l'éloignement géographique et des faibles moyens modernes de communication, les présences aux tenues deviennent aléatoires. La plupart des frères résidant entre 1 et 2 jours du site du temple. Le chemin de fer relie Haiphong à Vinh seulement. Le reste doit se faire par la route ou par bateau. Pour tenter d'y parer, la libre pensée d'Annam demande ainsi au Conseil de l'Ordre l'autorisation de s'implanter à Hue, la capitale de l'Annam, et de transférer ainsi son siège initial de Touran. La situation géographique des officiers de la loge étant dispersée, cela perturbe ses travaux et dégrade leurs relations personnelles. Nous avons vu que la raison invoquée par les frères lors de la création de cette loge en 1907 était justement l'éloignement des maçons d'Annam, soit de Hanoï, soit de Saïgon, les 2 Orients dotés de loges. Mais une fois cette première difficulté résolue en théorie, il apparaît bien vite qu'elle ne l'est pas. De plus, certains vivant à Hue demandent que la loge s'y établisse et ceux vivant à Touran veulent le contraire. La rue Cadet donne son autorisation pour le déplacement de la loge à Hue le 27 juillet 1911. Tout cela pose également des problèmes concernant le remplacement au poste de vénérable. La loge écrit au Conseil de l'Ordre, je cite, « Nous avons dû choisir comme vénérable le frère Louis Boudinot, administrateur des services civils indochinois, qui se trouve être le seul à ne pas être en instance de congé, car il vient d'en revenir, mais qui ne bénéficie pas de l'antériorité dans le grade de maître exigé par le règlement intérieur. » Le Conseil de l'Ordre répondra, je cite, « Tenant compte de la situation spéciale dans laquelle vous vous trouvez actuellement, le Bureau a considéré exceptionnellement comme valable et régulière l'élection du frère Boudinot en qualité de vénérable de votre loge. » Alors là, on arrive à la partie un peu dure. Le frère Georges Devreigne, directeur des services agricoles et commerciaux de l'Annam, est élu vénérable en janvier 1912. Il réside à Hue
Il est né le 21 novembre 1870 dans l'Aveyron. Il avait été initié apprenti le 21 juillet 1894, semble-t-il à la loge Picardie de la Grande Loge de France à Lorient d'Amiens. Les compagnons et maîtres le même jour en novembre 1894. Il est également possible qu'il accède au grade de chevalier Rose-Croix 18e dans la vallée de la Fidélité à Lille cette fois-ci. Sa fiche maçonnique le fait apparaître ensuite à l'avenir khmer de Phnom Penh en juin 1908 et enfin à la Libre Pensée d'Annam en janvier 1911 par affiliation. Il sera réélu en janvier 1913. Les attaques extérieures contre la loge. La première attaque concrète va se produire lors de l'Assemblée générale de 1912 de l'Association amicale des fonctionnaires des services agricoles et commerciaux de l'Indochine, dont le siège est à Hanoï. L'ordre du jour appelle à, je cite, l'affaire Devreigne, qu'on a vu, qui est vénérable, pour certains griefs proférés à son encontre. Une enquête sérieuse et complète a été effectuée au sujet de son attitude vis-à-vis de la collectivité. Les problèmes tourneraient autour du détournement de fonds et de biens à usage personnel. Suite au relevé des dépenses de sériculture du service Annam, dont il est le chef, il apparaît que Georges Devreigne aurait commis des virements sans autorisation dans le but de payer des coulis de façon irrégulière. Il est aussi accusé d'avoir dérobé une somme de 400 piastres, qui correspond à peu près à 3 000 €. La radiation mise au vote est acceptée par 12 voix contre 5. Plusieurs autres faits vont malheureusement concourir à faciliter les attaques contre l'atelier. En effet, plusieurs signes avant-coureurs indiquent des problèmes à venir. Plusieurs frères tentent de profiter de la loge pour faire passer leurs fautes, notamment en profitant que le poste de résident supérieur de l'ANAM à Hué était pour une fois occupé par un frère. C'est le cas du vénérable Devreigne, accusé d'avoir torturé un de ses contremaîtres anamites. Le résident supérieur franc-maçon ne le soutient pas. Georges Devreigne contacte alors des députés qu'il connaît pour le faire mettre en retraite anticipée. De plus, un profane déclare que le frère Devreigne serait l'auteur des lettres anonymes publiées qui jetèrent le trouble à Hué en 1911. Il s'ensuit que la résidence supérieure du protectorat va décider de porter un coup fatal à l'atelier. Dans ce but, des représentants de l'administration informent les familles désintéressées que les déplacements de fonctionnaires se font sous les directives du chef de service Devreigne par l'intermédiaire de Lacombe, qui, officier de la loge, comme on a vu, est en plus le secrétaire de Jean-François Charles, le résident supérieur de l'ANAM. Ce dernier est très lié au MEP. Lacombe a promis à Charles de démolir la loge, et voilà pourquoi il envoie les frères en province. Ils travaillent à trois, Devreigne, Charles et Lacombe. Tous les trois ont intérêt à la fermeture de la loge. Il apparaît à présent en effet que s'est nouée une sorte d'entente entre l'administration et le vénérable. Le très clérical résident supérieur Charles va ainsi instrumentaliser toutes ses affaires pour détruire l'atelier. Sous son impulsion, l'administration va jouer de la moralité douteuse de certains frères, dont celle du vénérable Devreigne lui-même. Alors voyons les causes internes maintenant. Le conflit extérieur contre la loge se double d'un autre parallèlement à l'intérieur de celle-ci. Le déclin de la loge va beaucoup venir des dissensions internes au moment où va éclater l'affaire Devreigne. Il est important de souligner les problèmes créés par les interpénétrations entre l'administration et la loge par le biais des rivalités inversées au sein de la loge et au sein de l'appareil administratif colonial. Georges Devreigne est considéré comme autoritaire par plusieurs membres de l'atelier. Il utilise les colonnes du Réveil du Tonkin pour semer la discorde et la zizanie parmi les membres de l'atelier et les autorités civiles du pays. Dès que ces agissements sont dénoncés par les membres de la loge, alors la tenue du 10 août 1912, Devreigne n'a plus qu'une idée en tête, celle de faire disparaître l'atelier avec les témoins gênants. Il commence par refuser 5 augmentations de salaire qui auraient permis de renforcer la loge, car il veut désormais la détruire. De son côté, le frère Delmas, administrateur attaché au gouvernement général, déclare que le frère Devreigne jouit de la plus détestable réputation dans le monde profane et que sa présence à la tête de la loge faisait le plus grand tort à celle-ci. Alors la mise en sommeil. Le processus de la mise en sommeil de la libre pensée d'Annam va donc faire suite à la fois à de violents conflits internes et à des attaques externes. Une opposition nette va s'établir au sein de l'atelier entre d'un côté Devreigne et Lacombe et quelques frères favorables à la mise en sommeil, et de l'autre, le grand expert Le Breton et d'autres qui veulent la garder active.
Lacombe, secrétaire du résident supérieur Charles, semble jouer pour lui et obéir à ses ordres contre la loge. Il va voter le sommeil. Le vénérable Devreigne essaie de justifier sa demande de mise en sommeil par des reproches qu'il adresse aux membres qui la refusent. Il écrit « Il faut en sortir. La loge ne fonctionne plus. C'est un fait. Nous ne pouvons plus exister, car la scission est entre nous. Je propose de demander au Grand Orient la mise en sommeil de l'atelier. » Le dimanche 10 mai 1913, Devreigne convoque une tenue pour voter la mise en sommeil, mais le quota n'est pas atteint et la décision de fermeture n'est pas valable et l'événement se transforme en réunion non officielle. Malgré ça, il envoie une planche au Conseil de l'Ordre pour en obtenir l'accord. Face aux réactions hostiles de ceux qui s'opposent à la fermeture de l'atelier, Georges Devreigne démissionne de sa charge de vénérable, mais aussi de son appartenance à la loge. Mais, revirement, quelques jours plus tard, il serait investi lui-même. Ce sera un des points d'attaque de ses frères adversaires au moment du procès qui s'instaurera par la suite. En effet, les opposants à la mise en sommeil lui répliquent que la scission n'existe pas, sauf en ce qui concerne l'interprétation du règlement général au sujet du retrait de sa démission. Alors, face à ça, les opposants contactent eux aussi le Conseil de l'Ordre. Dans une planche adressée à ce dernier, le Breton indique que le vénérable Devreigne a divisé pour régner et a voulu la mort de l'atelier, témoin de ses méfaits. Selon lui, la franc-maçonnerie a perdu la face à l'Orient de Hué, aux yeux des profanes, qui exultent à cause de l'ignominie de ces lettres anonymes, traînant des femmes dans la boue. Selon lui, il ne veut pas que la loge vive, car il ne veut pas comparaître devant. Le Breton sollicite alors les Lumières au Conseil de l'Ordre à ce sujet. Il demande l'envoi d'un inspecteur et propose même le nom du frère Maître de Hanoï, comme tout indiqué vu son grade. La proposition de Georges Devreigne est repoussée par la rue Cadet, le frère Paquin de l'Étoile du Tonkin de Haïfong demande aux frères de la Nam de ne pas fermer leur loge. En février 1914, et à la suite de toutes les péripéties évoquées ci-dessus, sur les 26 membres de la loge, il ne reste plus qu'une poignée de réellement actifs. Sur les 7 officiers, il ne reste plus que le grand expert. Tous les autres sont en France ou démissionnaires. Le problème se déporte alors sur le terrain financier et l'atelier ne peut plus subvenir à ses besoins, ne peut plus assurer l'impôt maçonnique. Dès lors, le mécanisme d'extinction de la loge va progressivement se mettre en place dans la douleur et débouchera même sur un procès maçonnique qui nous fournira une grande partie des documents utilisés ici. Les attaques internes vont alors se noyer dans les procédures de juridiction maçonnique et des quotas nécessaires à la validité des tenues, le tout enrobé de rivalité, de haine et d'accusations réciproques. Le 29 mai 1914, le frère Bruce Mich, 31e, de passage à Hué, rencontre les deux parties et estime que dans ces conditions, la loge ne pourra, en plus de ces distances, et même si l'harmonie revenait, fonctionner normalement. Mais les choses traînent car la guerre n'arrange pas les choses. Une planche du 5 mai 1915 signale que le Conseil de l'Ordre n'a toujours pas pris de décision au sujet de la vie de la loge. Il n'y a plus alors que 3 membres à l'Orient de Hué, et c'est un retour encore pire qu'en 1907. En fait, la libre pensée d'un âme se mettra en sommeil pour les mêmes raisons qu'elle avait demandé à allumer ses feux, à savoir la dispersion des frères face à la puissance des missions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. De nous avoir montré effectivement les difficultés rencontrées par cette loge. Voilà, ça n'a pas été un combat facile, effectivement, la libre conscience pour la loge Lanam. Bien, alors tout de suite, je passe la parole à Devrig Mollès. Devrig Mollès, qui est aussi docteur en histoire, qui a été directeur des archives de la Grande Loge d'Argentine, et qui est l'auteur d'une très belle thèse soutenue en 2012, à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister. Voilà, et puisque j'étais au jury, c'était Triangle atlantique et Triangle latin, l'Amérique latine et le système monde maçonnique, 1717-1921. Voilà, donc Devrig, tu as la parole. Je te remercie.
Bien, merci beaucoup Cécile pour cette invitation. André Combe, merci beaucoup pour l'accompagnement depuis le début, il y a un quart de siècle déjà. Très content d'avoir rencontré ici Margaret Jacob, Jeffrey Thyssen et bien d'autres, et d'avoir entendu, écouté de si beaux travaux tels que ceux qui ont précédé, qui ont ouvert l'après-midi. Ça marche? Et puis, merci. Voilà. J'étais particulièrement content d'entendre aussi la docteure Fregossi, dont j'ai particulièrement apprécié les lumières. Alors, je vais parler justement du système monde maçonnique, un petit peu de nationalisme et d'internationalisme, de modèle français, de libre pensée. Et tout ça, bien sûr, comme je l'indique dans le titre, lorsque Cécile m'a proposé de participer à ce congrès, je me suis posé la question, comment parler de l'Amérique latine? On voit ça à l'écran maintenant, là. Voilà, c'est ça. Comment parler de l'Amérique latine à des Français ou à des anglophones, des anglo-américains, sans rentrer dans des détails techniques qui, bien sûr, n'auraient aucune adhérence. Et tout ça pour parler d'un événement fondateur, la réforme universitaire déclenchée en Argentine au lendemain, enfin à peu près à la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, en 1918. Mais pour reprendre la réflexion initiale, l'Amérique latine, c'est un extrême occident, pour reprendre ce concept assez parlant de Alain Rouquier. Et donc, à travers l'exemple de la réforme universitaire, ce que j'aspire à vous partager, à partager avec vous, c'est comment le système monde maçonnique agit comme un espace de circulation, de production, parfois d'action, de culture politique et de pratiques sociales. Un espace qui s'est prêté, en tous les cas, à un mouvement intellectuel et politique, à la fois national et international, qui a eu une... ah, d'accord, ok. Une petite flèche à droite. Pardon. Ouais. Ah oui, d'accord, merci. Ok. Voilà. Donc c'est un mouvement qui commence dans le centre de l'Argentine, à Cordoba, à l'université de Cordoba, une vieille université jésuite fondée en 1613, au moment où les Européens commencent à coloniser l'Amérique du Sud. Et comme j'ai tenté de l'indiquer avec des cercles rouges, très rapidement, ce mouvement s'étend territorialement en Argentine, notamment à droite de la carte à Buenos Aires, La Plata, en croisant, disons, en traversant le fleuve à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, et puis un peu plus dans le nord ouest, à Santa Fe, Mendoza, et puis ça va aller bien sûr au Chili, dans les universités de Valparaíso, de Santiago de Chile, et puis aussi de Concepción, des universités pour Valparaíso et Concepción qui sont de création maçonnique. Mais enfin, ça c'est un autre thème. Mais ce n'est pas tout. J'ai tenté aussi, là, avec des cercles rouges, de marquer les principaux points d'expansion, de propagation du mouvement de la réforme universitaire, avec un grand épicentre au Mexique, on va voir pourquoi, mais aussi à Cuba et au Pérou, et bien sûr au Brésil. Mais ce n'est pas tout, puisque c'est un modèle, la réforme universitaire, qui
au-delà de 1918, a profondément structuré les cultures politiques latino-américaines. On va voir en quel sens. Mais qui a également été revendiqué en mai 68 à Paris, comme un antécédent glorieux. Alors je ne sais pas si c'était des exilés argentins qui ont mis ça au goût du jour, mais c'est un fait. Et c'est un événement fondateur suffisamment puissant et suffisamment actuel pour que le ministre de l'Éducation nationale en charge du ministère en 2018, Jean-Michel Blanquer, ait pris le temps de donner 2 conférences en Argentine à ce sujet. Voilà. Donc c'est un mouvement actuel. Et on rentre donc dans une histoire sociale et culturelle non seulement de l'Argentine, non seulement de l'Amérique latine, mais aussi des relations internationales et des relations entre la France et l'Amérique latine. Voilà. Alors, une hypothèse, bien, je vais laisser ça. Le mouvement commencé en 1918 eut des conséquences durables dans le temps et étendues dans l'espace. Il porta fondamentalement 2 lignes de force. Première ligne, une modernisation laïque, démocratique et sociale, inspirée, on va le voir, par le modèle français et la tradition internationale de la libre pensée, dont on a vu quelques lumières aujourd'hui. Et la seconde ligne de force est tout à fait différente. C'est la naissance, l'acte de naissance de l'anti-impérialisme latino-américain, c'est-à-dire d'un nationalisme périphérique défensif qui joue un rôle essentiel dans l'histoire latino-américaine au XXe siècle. Pour ne citer qu'un exemple, le Che Guevara, par exemple, était une figure de cette culture, voilà, qui est justement née à Cordoba. Alors, problématique, est-ce qu'on peut penser que la propagation et la gestation de ce mouvement peuvent s'expliquer par la théorie de l'opinion publique internationale ? La gestation et la propagation de ces mouvements résultèrent-elles en partie pour le moins, de l'existence de quelques grands réseaux civils internationaux spécialisés dans la production et dans le transfert de cultures politiques modernisatrices, en quelque sorte des laboratoires sociaux au sein desquels des générations culturelles successives élaborèrent des contenus éthiques pour l'État moderne, contenus sur lesquels s'appuyèrent alors des acteurs sociaux et des acteurs politiques. Et là, je vais rentrer un petit peu dans une perspective large, puisque je pense nécessaire de considérer dès le XVIe siècle la question de la longue durée dans laquelle s'inscrit la réforme universitaire, puisque finalement on parle de l'expansion de la modernité pan-européenne. Et dès le XVIe siècle, l'Europe commence à étendre son influence dans le monde, l'expansion et les explorations européennes, la naissance de l'économie monde capitaliste, pour reprendre le concept de Brodel ou de Wallerstein, et le début, entre autres, de la conquête des Amériques. Nous sommes alors dans une société de caste où l'Église catholique est une institution totale qui joue un rôle de régulation à la fois matérielle et culturelle et qui assure l'unité culturelle du monde pan-européen, mais aussi le contrôle social et la formation des intellectuels. Et c'est dans ce contexte qu'est fondée l'université de Cordoba en 1613. Alors, on a vu avec la docteure Fregosi, des changements interviennent. Des changements interviennent dès le XVIe siècle, une autonomisation progressive, très lente au début, des sociétés civiles face aux pouvoirs militaires et religieux. La réforme protestante, l'affaiblissement du monopole catholique et le siècle des Lumières, un peu plus tard, marqué par une première révolution scientifique et une première révolution associative, un thème bien connu par Cécile Révauger notamment. Alors,
c'est la Révolution française, bien sûr, qui marque une charnière. On passe, pour aller très vite, d'une société de caste à un paradigme universaliste, égalitaire et démocratique. C'est bien sûr une tendance, ce n'est pas une chose acquise d'une fois pour toutes et d'un moment à l'autre. Mais parmi ces symboles, j'ai choisi bien sûr de m'appuyer ici sur Condorcet pour son projet d'une éducation nationale, scientifique, étatique, laïque, populaire, mixte, c'est-à-dire vraiment l'école moderne, 1792, qui aspire à former non seulement des producteurs actualisés, mais aussi des citoyens capables d'assumer leur souveraineté démocratique. Et puis, bien sûr, bien que ça n'ait pas un rapport immédiat, je ne pouvais pas ne pas citer Art social et son fameux projet sur le suffrage universel étendu aux femmes. Voilà. Alors, le 19e siècle, c'est un siècle, comme le disait Eric Hobsbawm, le siècle de la double révolution. Non, on peut le remonter même au 18e siècle, mais ici, on peut aussi parler, à l'intérieur de ce processus, d'une double révolution scientifique. Une révolution dans les sciences naturelles, avec l'apparition de la théorie de l'évolution, finalement, après bien des recherches. Les preuves sont là. Elles coûtent cher à ceux qui les émettent, d'ailleurs, au départ. Mais c'est aussi une révolution dans les sciences sociales, puisque c'est après la Révolution française que sont créées les sciences sociales pour donner aux gouvernants des moyens de contrôler, de comprendre le changement social. Je ne rentre pas dans les détails, mais un point parmi d'autres, c'est le moment où naît, avec Renan, avec d'autres, la sociologie et l'histoire des religions. Tout ça nous montre finalement que le récit biblique, bien, c'est symbolique, etc., etc. Enfin, tout le monde ici connaît ça. Bien sûr, tout ça, ça provoque des résistances conservatrices en Europe ou en Amérique du Nord. Il y a de nombreux cas de persécution idéologique à des scientifiques et intellectuels, mais aussi en Amérique du Sud, on s'en doute, puisque c'est bien plus conservateur encore. Et à la fin du 19e siècle, eh bien, l'université de Cordoba, la grande université, la plus ancienne quasiment du continent, refuse toujours la théorie de l'évolution et des méthodes scientifiques empiriques. Alors ça pose un petit problème, par exemple, aux étudiants en médecine qui cherchent des cadavres. Voilà. Par exemple, il y a tout un tas d'anecdotes comme ça qui apparaissent dans les sources. Mais malgré ces résistances, des vecteurs de changement sont à l'œuvre en Europe, en Amérique du Nord, bien sûr, et en Amérique latine, où, comme l'a bien posé Leopoldo Sea, un grand philosophe mexicain, les exilés, les émigrés et les nouvelles classes urbaines déplacèrent le criogisme, c'est-à-dire les groupes sociaux héritiers mentaux et matériels de l'ancien régime colonial. Et l'un des épicentres, ça a été le Rio de la Plata, Montevideo, Buenos Aires, une région qui, entre 1870 et 1930, a reçu, on estime, au moins 7 millions d'immigrants européens, principalement italiens, espagnols et français, mais aussi d'autres nationalités. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît, bien sûr, la question maçonnique. Donc, je vais résumer, pour gagner du temps, rapidement sur l'invention de la franc-maçonnerie entre les îles britanniques, la Hollande et la France au XVIIIe siècle, son caractère cosmopolite, mais je soulignerai que très rapidement, ces réseaux se ramifièrent le long des routes coloniales, commerciales et migratoires. On en aboutit très rapidement, en fait, selon certaines estimations, en 1789, à 250 000 de francs-maçons dans le monde pan-européen, s'entend. Et on a donc affaire non seulement à l'émergence d'un réseau associatif national dans les îles britanniques, en France, non, mais d'un réseau associatif international.
le continent américain est le principal réceptacle de ce mouvement, mais en fait, ça s'est limité à quelques régions, les colonies et les zones de projection françaises, hollandaises, britanniques. Bon, je ne vais rien apprendre ici à Cécile Révauger. Au contraire, les colonies de l'Espagne et du Portugal restèrent imperméables à ce mouvement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les empires, les monarchies et les empires ibériques, Portugal et Espagne, et l'Église catholique, et notamment l'Inquisition, s'opposèrent fermement à tout ce qui pouvait échapper au contrôle social. Et en fait, on en arrive au début du XIXe siècle avec des sociétés qui restaient globalement traditionnelles et qui n'offraient pas ou peu d'espace public susceptible d'abriter l'éclosion d'une société civile plus ou moins autonome des pouvoirs militaires, politiques, religieux. Et alors, la rupture, eh bien, ce sont les révolutions atlantiques, et notamment la Révolution française, qui renversèrent cet ordre international, qui renversèrent les empires ibériques et en Amérique latine, débouchèrent sur des guerres de libération nationale, dont tous les uniformes sont inspirés du modèle napoléonien. Petit détail. Le Rio de la Plata, le Chili et le Mexique jouèrent dès 1810 un rôle précurseur. Donc, pour conclure sur cette mise en bouche, en Europe et en Amérique du Nord, le changement culturel avait précédé le changement politique. En Amérique latine, le changement politique précède le changement culturel. Et dès ses origines, les premiers réseaux maçonniques sont des réseaux éminemment politiques. Alors, la première génération, la génération que j'appelle Waterloo, c'est celle qui, justement, je ne sais pas si vous arrivez à voir, va nous léguer l'actuel blason national de l'Argentine, qui dérive directement du blason utilisé par un club jacobin en 1793. Voilà. Bon, c'est juste pour vous donner une idée de comment les exilés de Waterloo vont alimenter les armées de libération nationale qui sont aussi constituées par de jeunes nationalistes hispano-américains qui ont observé sur le terrain, en Espagne et au Portugal, la mise en pratique des méthodes maçonniques comme méthode d'organisation politique et qui vont l'importer et l'adapter en Amérique latine. Alors, cette première génération, elle surgit dans un contexte de guerre et de révolution et elle disparaît à partir de 1825-1830, emportée par les guerres civiles, les dictatures, etc. Elle a tenté tout de même de fonder l'Université de Buenos Aires, les premières institutions scientifiques et culturelles. Elle a fait venir certains savants français, Aimé Bonpland, un naturaliste important, etc. Voilà. Bien. Mais ça se termine là et il faut attendre 1850 pour revoir, pour que surgisse une nouvelle génération culturelle qui, dans le cône sud, embrassa les trois grands États, les trois grandes républiques océaniques du cône sud, c'est-à-dire l'Argentine, le Chili et l'Uruguay. Alors là, sur ce schéma, j'ai tenté de simplifier la généalogie des réseaux maçonniques dans le cône sud. Argentine, Chili, je ne sais pas si vous arrivez à voir, Brésil et Uruguay. Et ce que je souhaite vous montrer finalement, enfin vous affirmer clairement, c'est que tout ça, ça se reforme sous l'effet de deux influences. D'une part, l'expansion des puissances et des sociétés européenne, expansion commerciale, migratoire, coloniale, culturelle, voire militaire, et parallèlement, un basculement dans la géopolitique régionale et l'expansion de l'influence de l'Empire du Brésil qui a reformé une maçonnerie dès 1830. Mais je n'entrerai pas dans ce thème. Donc, l'intense mutation sociale qui suivit résulta de deux facteurs.
l'institutionnalisation de républiques dont le projet modernisateur va être l'intégration nationale dans les réseaux culturels, migratoires et économiques pan-européens, c'est-à-dire la civilisation, la modernité, etc. Ça, c'est le projet de ces nouvelles minorités dirigeantes. Et c'est de la rencontre entre ces minorités dirigeantes et des exilés et des émigrés qu'apparaissent nouvellement des loges maçonniques, puis des obédiences maçonniques nationales. D'abord des loges européennes extraterritoriales. J'ai commencé à les étudier avec un article d'André Combe, publié en 1993. Et puis, voilà, rapidement, ça se multiplie. Alors là, j'ai souhaité vous montrer quelques cartes pour un livre en préparation. Là, c'est 1830-1850, l'expansion du système maçonnique. L'Amérique du Nord fait l'objet d'une carte à part. Là, 1850-1870, ça commence à se développer. Et là, on est en 1890-1914. Voilà, donc on voit ça grossit, ça commence à pulluler. Et voilà, on en arrive aux contre-cultures, féminisme et libre pensée. Comment est-ce que ça arrive en Amérique latine? Voilà. Eh bien, c'est bien sûr à travers ces réseaux maçonniques qui furent la plateforme des contre-cultures modernisatrices qui débarquèrent dès 1850, par exemple, dans le Rio de la Plata. Un exilé politique, socialiste, exilé après le coup d'État de Napoléon III, Alexis Perret, introduit l'histoire comparée des religions, et puis il va avoir une grande carrière dans l'enseignement. Il va représenter l'Argentine en 1889 à l'exposition universelle de Paris, et le Parti socialiste argentin au Congrès socialiste international la même année. Voilà. En 1869, le président Sarmiento, qui a été initié dans une loge du Grand Orient de France au Chili, qui sera plus tard grand maître du Grand Orient argentin, fonde l'Académie nationale des sciences à Cordoba, à 100 mètres du collège jésuite, en face. Si on y va aujourd'hui, on est en vis-à-vis. Voilà. C'est un modèle qui va se répéter dans d'autres villes. En 1880 et les années suivantes, parallèlement à la Troisième République française, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Laïcisation scolaire, enseignement primaire gratuit, obligatoire. Et puis en 1905, la fondation de l'Université nationale de La Plata par un franc-maçon, ministre de l'Éducation, voilà, qui, selon un de ses détracteurs, je cite, un nationaliste catholique, cette université, c'était une véritable loge anti-religieuse, une junte de libéraux, de francs-maçons et de socialistes, avec son vice-recteur Alvarez, grand maître de la franc-maçonnerie et membre du Congrès international de la libre pensée. Son secrétaire, le marxiste et franc-maçon Enrique del Valle Iberlucea, et le professeur Victor Mercante, le matérialiste le plus massif du pays, etc. Voilà. Donc, l'organisation sur cette base de la section latino-américaine, sud-américaine du moins, de la Fédération internationale de la libre pensée ne nous surprend pas. Le Grand Orient argentin, secondé par le Grand Orient du Brésil, l'Uruguay, le Chili, va être présent au Congrès de Rome en 1904, un congrès très important dans l'histoire de la libre pensée, comme vous le savez, va organiser le congrès de 1906, c'est-à-dire c'est Rome 1904, Paris 1905, Buenos Aires 1906, et puis dans la foulée, eh bien, on envoie la campagne pour la légalisation du divorce, en lien avec Alfred Naquet, le député franc-maçon qui est à l'origine de la seconde loi de divorce française. Et puis, c'est aussi le moment où on va élever le monument à Garibaldi auprès d'une bataille culturelle et symbolique contre le Parti catholique à l'époque.
Voilà, Garibaldi, lui aussi, ex-membre d'une loge française, les Amis de la Patrie. Voilà, et voilà, c'est aussi à cette occasion que débarque le féminisme militant dans la région, importé par une Espagnole anarchiste, une intellectuelle, Belén de Saraga, dont actuellement un groupe d'études est en train d'étudier la vie passionnante, puisqu'elle va terminer au Mexique en 1950, sa vie. Voilà. Bon, je passe rapidement sur tout ça pour entrer dans le vif. Donc, dans ce contexte, là, on a aussi d'autres éléments sur la libre pensée argentine. Pour entrer dans le contexte, ça ne nous étonne pas donc que dès 1918, dès le début du mouvement de réforme universitaire, Cordoba, foyer maçonnique depuis les années 1870, siège des congrès nationaux de la libre pensée argentine en 1909 et en 1918, eh bien, dès 1918, le Grand Orient argentin mobilise son réseau national de loges. Voilà, quelques documents qui viennent des échanges de courriers, des circulaires, des télégrammes, des conférences, des listes de points clés à mobiliser. Voilà, une interpénétration entre la fédération étudiante et les loges maçonniques qui sont autour de cette fédération étudiante. Et puis, la modernisation des rituels qui vont intégrer, quelques années après, là on est en 1923, des notions très combatives dans les discours qui précèdent, disons, les rituels eux-mêmes. Voilà. De très nombreux protagonistes avaient été ou seront francs-maçons. Et là, par exemple, on a le cas de Telemaco Susini, le délégué présidentiel envoyé par le président de la République à Cordoba pour mettre de l'ordre dans cette pagaille. Franc-maçon, libre-penseur. Et c'est un mouvement, voilà, qui a un contenu idéologique dual. D'une part, c'est un mouvement qui s'adresse aux hommes libres d'Amérique du Sud. Donc, d'une part, homme libre, c'est le modèle français, l'héritage très net de la Révolution française, qui apparaît dans la documentation, qui apparaît dans les différents... Là, je vous montre quelques-unes des sources essentielles, et puis qui apparaît dans la presse. Là, on a par exemple, le 31 mars, le comité de Buenos Aires, le comité étudiant, décrète la grève générale, crée la fédération universitaire et puis va défiler avec tambour et trompette au son de la Marseillaise. Et puis c'est un schéma qui va se répéter à plusieurs reprises dans beaucoup de situations différentes. Dans une moindre mesure, les réformistes vont aussi s'intéresser au modèle nord-américain, au modèle des universités nord-américaines. Mais la seconde ligne, c'est l'Amérique du Sud. C'est la naissance de l'anti-impérialisme latino-américain. Et on est dans la périphérie du monde pan-européen. Une chose à prendre en compte, puisqu'on est en 1918 et les modèles européens ont perdu leurs éclats. L'Europe a mis les instruments du progrès et de la civilisation au service de la barbarie. Alors, dès 1918, par exemple, un des leaders étudiants, franc-maçon lui aussi, dans ce livre important, nous le dit, l'Europe a échoué, elle ne peut plus désormais guider le monde. D'accord ? Et il faut donc créer une identité et une culture latino-américaine. Ce mouvement va rapidement s'étendre, notamment au Mexique, puisqu'on n'est pas seulement dans le contexte de la révolution russe, mais on est surtout là-bas dans le contexte de la révolution mexicaine, où bien sûr il y a une forte gravitation des réseaux maçonniques. Et là on a un Argentin maçon, c'est celui qui a représenté l'Argentine au congrès de Rome et de Paris notamment, Manuel Ugarte, socialiste,
qui vient en représentation de l'Argentine en 1915 apporter sa solidarité aux révolutionnaires, aux étudiants révolutionnaires du Mexique. C'est selon les déclarations de l'époque, sont très marquées par la fondation de l'Union latino-américaine et par l'affrontement entre le monde latino-américain et l'impérialisme anglo-saxon. Alors, en 1922, le ministre de l'Éducation mexicain vient à Buenos Aires et en 1925, comme résultat de ces conversations, est fondée l'Union latino-américaine. Puis, la même année, oui, je conclue. Voilà, le premier congrès ibéro-américain des étudiants, 1923 à La Havane, en Uruguay 1928, au Pérou, au Venezuela, etc. Donc voilà, j'ai terminé. En définitive, le mouvement s'inscrit entre national et international, entre l'héritage de la Révolution française et le réveil des nationalités périphériques, entre socialisme et anti-impérialisme. Y a-t-il une contradiction sous-jacente lorsqu'on souligne, avec des éléments matériels, le rôle des réseaux maçonniques dans cette mobilisation ? Pourquoi ? Parce que l'opposition nationale catholique, hispanique, franquiste ou latino-américaine, accuse la maçonnerie d'être un produit de l'impérialisme britannique. Et effectivement, c'est aussi vrai, on le sait. Simplement, on ne voit pas les loges ni les maçons britanniques présents là-bas participer au mouvement. Et comme je l'ai montré au départ, la sphère maçonnique latino-américaine a été fondée et a cru au carrefour de deux grandes influences géoculturelles, la française et la britannique ou l'anglo-américaine. Mais dès 1904, comme on peut le voir ici, les latino-américains, les maçonneries latino-américaines commencent à former leurs propres organisations régionales pour gagner en autonomie face aux grandes maçonneries atlantiques. On a ici l'exemple du traité maçonnique Argentine-Brésil. Voilà, je vous remercie. Voilà, je suis désolée de t'avoir fait un petit peu presser, mais je voudrais qu'on prenne le temps quand même d'avoir un petit débat, parce que certains doivent repartir, je le sais. Donc, j'invite René à venir ici avec Patrice. Tu peux rester à ta place, peut-être. Et comme ça, vous pourrez peut-être répondre. Voilà. René, on va mettre... Voilà, donc comme ça, vous pouvez poser les questions à nos trois intervenants. Donc, voilà, je sais qu'il y a... Oui, Philippe, vas-y. Ah, pardon. Mais il y en a un autre? Non, ça je sais. Dans la forêt, on parle fort. Non, tu ne nous parles pas de la forêt, c'est promis. Je te remercie. Bonjour. Alors en fait, c'est surtout à notre très chère sœur que je voulais m'adresser, avec un propos un peu léger cette fois-ci. Mardi dernier, j'étais au Mercure à l'aéroport de Bordeaux au déjeuner de la fraternelle Myosotis, qui regroupe l'ensemble des sœurs et des frères de toute obédience sur la Gironde. Un de nos frères de cette noble assemblée évoquait que son vénérable maître d'une obédience masculine proposait à ses apprentis de se rendre dans un club libertin de Pessac. Après quelques ricanements, nous nous sommes posé la question de l'approche initiatique d'une telle démarche. Et est-ce le chemin de la liberté ou est-ce un moyen libérateur ou émancipateur? J'ai dit. Bon, évidemment, tout le monde sourit, voire rit à ta question. Écoute, moi, ce que je te répondrais, c'est si c'est donc le second surveillant qui voulait emmener ses apprentis, c'est ça?
Ah oui, bon, enfin, peu importe, mais en tous les cas, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est la relation d'autorité qu'il peut y avoir entre donc soit le vénérable, soit le second surveillant en charge des apprentis, qui les emmène où que ce soit, dans un club libertin ou ailleurs. Là, le problème, c'est que effectivement, son autorité, à mon avis, contrevient à la liberté de l'individu. Donc, je trouve ça un petit peu étrange. Moi, je suis la liberté. Le libertinage, c'est l'autonomie et l'émancipation de l'individu. Ça n'est pas obéir à une autorité, quelle qu'elle soit. Donc, effectivement, la libre disposition de son corps, c'est la libre disposition de son corps. C'est pas livrer son corps à l'autorité de qui que ce soit. Donc, je suis assez interloquée. C'est peut-être une plaisanterie, en fait. Puis merci, René nous a bien quand même rappelé le sens philosophique de libertinage, qui est hérité des Lumières. Voilà. Bon, une autre question peut-être sur ce qu'a dit Patrice ou Devrig. René, non, tu veux... Bien sûr. J'ai été absolument passionnée par vos deux interventions. Mais d'abord, bon, l'Amérique latine, évidemment, c'est un de mes terrains favoris. Donc, mais à propos du Vietnam, qui est un pays où je n'ai été qu'une fois, mais qui m'a vraiment passionnée en 91. En plus, c'était encore bon, une époque vraiment très agréable. Maintenant, je pense que ça a beaucoup changé. Mais ce qui m'a étonnée, je savais la présence des religieux, des congrégations, des missions. Et mon père m'a toujours dit d'ailleurs que finalement, la guerre d'Indochine avait été lancée à cause des missions qui voulaient garder leur pouvoir au Vietnam. Mais j'ai été quand même étonnée de l'ampleur sur la longue durée de l'imprégnation catholique. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots vraiment? Parce que finalement, la maçonnerie s'est vraiment posée au Vietnam, enfin en Indochine, vraiment contre cette puissance sur les individus, non? C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est très ambigu. C'est très ambigu la relation entre l'impérialisme et la religion. C'est très ambigu parce que l'impérialisme français, d'un côté, utilise ses relais chrétiens pour faire valoir sa politique de domination. Mais parallèlement, les missions utilisent le pouvoir métropolitain pour rouler en faveur de Rome. Donc il y a un double mouvement qui se produit. Et à partir de 1926-27, il faut savoir que la police de sûreté surveille aussi les évêques. Et en fin de compte, à partir de 1926-27, je crois que c'est Monseigneur Constantini qui est envoyé par le Vatican, qui fait une tournée en Asie, en Chine, et il arrive en Indochine. Et c'est à partir de 1927 qu'il décide véritablement que l'Église en Indochine deviendra une Église indochinoise et non pas une Église française. Donc à partir de 1927-28, l'Église indochinoise, enfin l'Église en Indochine devient une Église nationale indochinoise et non plus une Église française. Mais l'exemple que j'ai donné sur Delcassé, Théophile Delcassé, qui est un maçon important, hein, qui est ministre des Affaires étrangères, en fin de compte, ils ont besoin absolument des missions parce qu'ils n'ont pas l'argent pour, sur place, réaliser les œuvres de diffusion de la pensée française, aussi bien à travers l'éducation, puis aussi la santé, la mise en valeur et tout ça. C'est ça le problème, c'est que c'est un peu un impérialisme
de Katsu, quoi. Je me souviens, quand j'étais très très jeune maçon, et maintenant je suis très âgé, oui, je me souviens quand j'étais jeune maçon, d'avoir rencontré ici rue Cadet un vieux monsieur déjà, qui ressemblait tout à fait à l'indo-chinois classique, et qui avait été ministre de Ho Chi Minh. Alors la question que je me posais, est-ce que la maçonnerie, donc évidemment c'est la maçonnerie d'après la Seconde Guerre mondiale, a eu une chance en quelque sorte de survivre au changement de régime, et pourquoi cela ne s'est pas fait? Parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de maçons, dont l'un, j'oublie son nom, c'est un instituteur, qui était très proche d'Ho Chi Minh. Et Ho Chi Minh a-t-il été maçon? Ça c'est un point d'interrogation. Ah bon? Ho Chi Minh n'a jamais été maçon. Il a proposé sa candidature, mais comme vous le savez, pour rentrer au Grand Orient, il faut donner un casier judiciaire. Et quand le Conseil de l'Ordre a vu la nature du casier judiciaire de Nguyen Ai Quoc à l'époque, ça a été terminé, quoi. Mais il a postulé. Il a postulé parce que c'était à l'époque encore où le Comintern n'était pas intervenu. Hein, donc il y avait une unité entre les socialistes et les progressistes vietnamiens qui à l'époque n'étaient pas encore indépendantistes forcément. C'est à partir de 1925, après le privilège du port de Saïgon, que les constitutionnalistes et tous les progressistes vietnamiens vont s'allier aux révolutionnaires pour créer un mouvement uniquement patriotique. Mais en fin de compte, s'il était ministre de Ho Chi Minh, il ne pouvait pas être maçon. C'est impossible, parce que le Comintern avait vraiment interdit ça. Donc il était peut-être franc-maçon avant. Voilà. Ah oui, compagnon de route, c'est possible, oui. Merci de le préciser, parce que c'est un bruit qui court, effectivement. Très souvent, on m'a demandé, on m'a dit, mais si, Ho Chi Minh était maçon. Oui, une question? Une question, je ne sais pas, mais un témoignage en tous les cas. Moi, j'ai cru comprendre quand même que la double appartenance Parti communiste et puis franc-maçonnerie était proscrite. Hein. C'est assez clair dans les histoires. Ce qui reste aujourd'hui pour avoir adopté mes enfants au Vietnam, c'est une imprégnation entre les institutions catholiques et les institutions laïques. Moi, j'ai vécu dans un orphelinat qui était un orphelinat laïque dont les enfants étaient éduqués par des religieuses. Ça marque assez. Et le clergé vietnamien est nommé par le gouvernement vietnamien, j'ai dit. C'est très intéressant. Merci. Oui. Guillaume. This for Devrick. Hola. Une question pour Devrick. Je vais parler en anglais, mais bon, d'habitude, je m'adresse à Devrick en espagnol, donc c'est un peu bizarre de parler en anglais, en français, ta langue maternelle. Alors, j'ai apprécié ta présentation, et bien sûr, en Amérique latine, les changements politiques ont devancé les changements culturels, mais quand tu as parlé des changements culturels et de la libre pensée, dans le cas du Mexique, par exemple, au XIXe siècle, pendant la laïcisation du siècle, des années 1800, tous ces libres penseurs, de nombreux francs-maçons ont joué un rôle clé. C'est la même chose en Argentine et au Chili. Mais ma question, certains de ces pays d'Amérique latine comme le Brésil, l'Argentine et le Mexique sont sous des dictatures à la fin du siècle. Comment est-ce que cela a eu des répercussions? Quelle a été la répercussion des dictatures dans tout ce mouvement? Avec le micro. Merci pour cette question. Et alors, ce sont des situations différentes et en même temps similaires. Et donc,
factuellement, dans le cône sud, la dictature instaurée en 1830 par un dénommé Rosas, admirateur du traditionnalisme hispano-catholique qui fait revenir les jésuites et qui est anti-maçon, qui met en place une police politique terrible. Voilà, donc ça empêche toute vie associative. Donc, à ce moment-là, ils ne sont pas très nombreux encore, mais les immigrés français vont refluer sur l'Uruguay. Et de là, la nature, le caractère profondément laïque et démocratique de l'Uruguay jusqu'à aujourd'hui. C'est la Suisse de l'Amérique latine, enfin, bref. Et en ce qui concerne le Mexique, bon, tu connaîtras beaucoup plus que moi sur le sujet, mais la question de la franc-maçonnerie apparaît comme un parti, enfin, pour structurer les diverses factions politiques, d'abord les Yorkains et les fédéraux. Un frère nord-américain me rappelait tout à l'heure l'existence de Joel Robert Poinsett, un descendant de Français huguenots, agent secret des États-Unis, d'abord au Chili et dans le Rio de la Plata, 1810-1815, puis au Mexique, 1825, où il organise les factions politiques face aux Écossais, les Yorkinais contre les Écossais. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué pour l'histoire du Mexique, c'est la transition qui s'opère dans les années 70, 1870, du rite national mexicain, qui est le rite jacobin, révolutionnaire, qui va mener la guerre de la réforme avec Benito Juárez, un épisode extrêmement important, fondateur, mais qui va décliner dans les années 1870-1880, lorsque Porfirio Díaz va chercher à réintégrer le Mexique dans la communauté internationale et, à mon avis, va utiliser, entre autres, le rite écossais, alors en pleine expansion dans le monde atlantique, pour ce faire. Et c'est de là que naît l'hégémonie du rite écossais au Mexique. Et au même moment, au Brésil, eh bien, donc en 1822, comme on le sait, Pierre Ier, devient grand maître et quelques semaines plus tard interdit la franc-maçonnerie. Donc les républicains ou les Tarais s'exilent. Et 1830, reformation d'un Grand Orient du Brésil dans le cadre d'un empire qui commence à se consolider. C'est l'État le plus stable d'Amérique latine au XIXe siècle. Et à partir de 1850, la puissance brésilienne commence à s'étendre vers le Paraguay. Et c'est de là que va, entre autres, avec les influences britanniques et françaises, naître la franc-maçonnerie rioplatense. Voilà. C'est un peu peut-être confus, c'est beaucoup d'éléments. René, tu as une question ? À propos de l'Amérique latine, effectivement, c'est très complexe parce qu'on ne peut pas faire du tout une assimilation des idéaux maçonniques et, je dirais, du libéralisme et de la démocratie. Pas du tout. Si on prend Francia, le grand dictateur libertador del Paraguay, qui se réfère au jacobinisme, à la Révolution française, et c'est vraiment un autocrate terrible. C'est Joel Supremo, si vous avez lu le livre de Roa Bastos, c'est vraiment un personnage incroyablement autoritaire et qui pourtant va d'ailleurs être extrêmement positif pour le pays, pour l'indépendance nationale paraguayenne, etc. Il se réfère à des idéaux que nous partageons, mais c'est un très grand dictateur. Et Porfirio Díaz, pareil, puisque, je veux dire, c'est quand même un dictateur, même s'il était du Parti libéral formellement. Mais donc, c'est extrêmement complexe. Et au sein des élites créoles latino-américaines, en fait, vous avez, là aussi, c'est extrêmement complexe parce qu'on a le sentiment, nous, de l'extérieur,
entre 1810 et 1825, on voit tous les pays latino-américains qui vont prendre leur indépendance. Et on voit ça comme un mouvement unifié. En fait, ce n'est pas du tout unifié. Les premières indépendances, les libertadores créoles, des élites créoles, ça veut dire créole, ça veut dire criollo, ça veut dire qui est né là. Hein. Ce n'est pas comme en français un mélange, c'est les gens de la terre. Hein. Los mancebos de la tierra, on dit au Paraguay, ceux qui sont nés là. Donc les élites de l'époque coloniale, mais qui prennent leur indépendance. Les premiers mouvements d'indépendance se réfèrent vraiment, il y a d'ailleurs des maçons, on se réfère vraiment aux idéaux de la Révolution française. Ensuite, le second mouvement d'indépendance, en Bolivie notamment, va être un mouvement d'indépendance à l'égard d'une Espagne qui est devenue, elle, libérale. Et donc, en fait, c'est une réaction contre le libéralisme espagnol de l'ancienne tutelle de l'ancienne puissance coloniale. Et donc, ces élites-là sont extrêmement réactionnaires, racistes, etc. Et donc, c'est extrêmement complexe. Mais en tous les cas, l'influence maçonnique et révolutionnaire en Amérique latine est évidente, mais extrêmement contradictoire. Et juste un mot à propos de la laïcité. On dit souvent la laïcité française, spécificité française. Mais lorsque vous regardez le mouvement del laïcisme en Amérique latine, dans toute l'Amérique latine, effectivement, du Mexique au Chili, en passant par l'Argentine et ô combien l'Uruguay, effectivement, il faut quand même dire qu'en Uruguay, c'est 1903 que commence la séparation de l'Église et de l'État. Donc, même avant la loi française de séparation de l'Église et de l'État. Et l'Uruguay, comme tu l'as dit, en effet, aujourd'hui est sans doute un pays encore plus laïque que la France. Donc, la laïcité n'est pas une spécificité française, une originalité française. En tous les cas, elle s'est vraiment bien implantée en Amérique latine. Merci vraiment pour cette précision. Alors peut-être une dernière question. Oui. Est-ce que l'un de vous deux, peut nous resituer la création du Costa Rica dans ce mouvement très simple? Grosse question. Alors, la franc-maçonnerie du Costa Rica est fondée par un évêque révolutionnaire. Parce qu'il y a aussi ça, le christianisme est aussi, ou peut être aussi, une forme révolutionnaire. Surtout en Amérique latine. Bon, c'est un prélat, donc un ministre catholique qui a été exilé, qui est plutôt libéral, etc. Et la fondation des micro-États d'Amérique centrale provient de la décomposition de la Nouvelle-Espagne et puis du jeu au fil du temps jusqu'en arriver aux années 1915 avec la fondation de Panama qui est arrachée à la Colombie, qui provient du jeu de la géopolitique nord-américaine, états-unienne, la politique extérieure d'impérialisme régional des États-Unis. Voilà. De manière très brève. Bien, merci beaucoup. Ah. Patrice, absolument. Pour comprendre la maçonnerie coloniale, il faut rentrer dans les cartons d'Henri Cadet. C'est fondamental. Sinon, on ne comprend pas. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Tu parlais des archives russes spécifiquement ou pas? Toutes. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, merci à tous les intervenants. Et merci aussi, je voudrais qu'on les applaudisse, aux techniciens qui nous ont aidés et aux interprètes qui ont fait un gros travail.